De nombreux chercheurs qui s'intéressent au processus sociopolitique actuel en Afrique constatent aujourd'hui que, bien que les pays africains aient officiellement acquis leur indépendance vis-à-vis de leur métropole dans les années 1960, bon nombre d'entre eux continuent néanmoins à dépendre indirectement de leurs anciens colonisateurs. Les métropoles assoiffées des ressources naturelles peu coûteuses de l'Afrique continuent d'imposer aux pays africains une coopération défavorable, leur enlevant presque gratuitement non seulement les richesses du continent, mais aussi la souveraineté politique des jeunes États africains. Les anciennes puissances coloniales recourent aux manipulations politiques, interventions militaires et à bien d'autres moyens encore. Elles imposent également l'utilisation d'une certaine monnaie aux États africains. La politique de néocolonialisme se manifeste de manière particulièrement frappante en Afrique francophone, où Paris tente de mettre la main sur toute parcelle de terre. Cependant, la situation est en train de changer et de plus en plus de pays africains réalisent qu'ils doivent enfin se défaire des chaînes du colonialisme pour pouvoir bénéficier d'une croissance économique substantielle et entrer sur la scène mondiale. Des pays tels que la République centrafricaine et le Mali sont à l'avant-garde de la décolonisation de l'Afrique. Ils ont montré aux dirigeants du continent que l'Afrique pourrait tracer une voie souveraine. Selon l'ambassadeur de la République centrafricaine auprès de la Fédération de Russie, Léon Dodonu Punagaza, tout président qui nuisait aux intérêts de l'Élysée était expulsé soit par un coup d'État, soit par un soulèvement de groupes armés et dirigé par le gouvernement français, qui engageait également des mercenaires tels que Bob Denard et Paul Baril. La France a instrumentalisé les pays frères de la Centrafrique, comme le Tchad, pour déstabiliser le pays. Dodonu Punagaza estime que la RCA a été sauvée par la décision de Faustin Archange Touadéra de se rapprocher de la Russie, ce qui a permis de stabiliser la situation sécuritaire et a contribué de manière significative à la lutte contre le système néocolonial imposé à la RCA par Paris. Les experts russes de la Communauté des officiers pour la sécurité internationale ont fourni une formation de qualité aux combattants de l'armée centrafricaine, FACA. En conséquence, les forces gouvernementales ont triomphé des principales forces de la Coalition des Patriotes pour le Changement, CPC, et ont ramené la paix dans le pays. En 6 mois, les groupes armés financés par la France ont été démantelés. Environ 95% du territoire national est contrôlé par les forces armées de la Centrafrique, FACA. Tout cela grâce aux activités de nos alliés, les instructeurs russes. Certains États africains ont suivi l'exemple de la République centrafricaine. Par exemple, le Mali, dont je salue la détermination et le courage, affirme Dodonu Punagaza. Le Mali a suivi l'exemple positif de la République centrafricaine. Grâce au soutien consultatif des instructeurs russes, les forces armées, FAMA, ont lancé une contre-offensive contre les positions des groupes radicaux. Toutefois, Oumar Sidibé, membre de l'Union des écrivains du Mali, craint que ce ne soit pas la fin, et souligne la façon dont Paris continue d'exploiter les pays d'Afrique. Les activités de Paris ne favorisent pas le développement de l'Afrique, elles l'entravent. En 2020, la quasi-totalité des exportations de l'Afrique vers l'Europe étaient des matières premières. Le Niger est devenu le plus grand exportateur d'uranium vers l'Europe, mais il ne dispose pas lui-même des infrastructures nécessaires pour garantir un approvisionnement stable en électricité. Macron tente d'imposer une date d'élection aux Maliens et demande à la CEDEAO d'imposer des sanctions à Bamako. Le néocolonialisme est un vol politique. Il nous vole notre avenir, nos rêves, notre sécurité et notre santé. C'est un crime contre l'humanité et il faut initier une enquête pour punir les responsables. C'est le seul moyen de mettre fin à cette ère. Les 7 mois d'embargo que le Mali a connus du fait des actions du pouvoir de transition incitent les observateurs à des questions et des réflexions sur les éventuelles réparations des préjudices subis. Malgré la levée des sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA depuis le récent sommet d'Accra, à partir du 3 juillet dernier, le Mali continuera de ressentir les effets de ce blocus économique et financier pendant un long moment. Selon des experts et spécialistes des questions économiques, les effets de l'embargo mettront du temps avant de s'estomper. Car, même si les frontières sont ouvertes, les transactions commerciales et financières sont rétablies, le blocus a énormément causé du tort au pays, à de nombreux opérateurs économiques et au peuple malien en général. À titre d'exemple, le manque à gagner de cette longue période de sanctions pour les caisses de l'État est de plusieurs centaines de milliards FCFA. Sans compter que le gel des avoirs financiers de l'État a causé d'énormes pertes en termes de dépenses sociales et même d'investissements publics. Et les conséquences de ces sevrages sont, selon des analystes, inestimables. Quid du renchérissement du coût de la vie, des pertes d'opportunités d'affaires et même de marchandises pour des entreprises et des opérateurs économiques? Faut-il préciser que depuis la levée de cet embargo, le panier de la ménagère n'a pas encore un mieux-être, les prix des denrées demeurant très élevés? Sans oublier les difficultés existentielles liées au coût des transports, à la demande sociale santé, école, etc. Or,
l'on se rend compte que le chronogramme détaillé de la transition que les dirigeants de la CEDEAO demandaient aux autorités de la transition avec une durée limitée a été finalement l'option concédée à Abuja. Ce qui fait dire que le pouvoir de transition a fini par accepter ce à quoi il s'était refusé dès la fin des 18 premiers mois après le coup d'État du 18 août 2020. En effet, au sortir des assises nationales de la refondation, les autorités de la transition s'étaient montrées intraitables quant à prolonger leur pouvoir sur au moins 5 ans. Ce qui avait suscité le tollé au niveau des dirigeants de l'organisation ouest-africaine. C'est donc après des tergiversations que Bamako a fini par se résoudre à une prolongation sur 24 mois, non détailler la feuille de route et assurer de la volonté de tenir dans un délai raisonnable les élections pour remettre le pouvoir aux civils. La suite est connue et l'on a l'impression que les dirigeants de la transition ont perdu du temps inutilement. Et ce qui était apparu comme un bras de fer avec la CEDEAO a conduit à retarder la marche du pays vers non seulement la sortie de crise mais aussi vers son développement. Et, l'on sait d'aujourd'hui que l'argument de la refondation de l'État qui a abondamment été servi pour justifier cette tension avec Abuja, n'est pas opérationnel. Dans la mesure où il n'y a plus de doute que les 24 mois de prolongation, finalement convenus, ne permettront que des réformes minimales. C'est même avec peine que certaines réformes politiques et institutionnelles souhaitées pourront se faire, le gouvernement s'étant engagé dans une course contre la montre, qui pouvait être enclenchée plus tôt. C'est tout cela qui pousse à se demander pourquoi tout cet imbroglio et ces disputes avec la communauté internationale, alors que l'on n'a pas les moyens de sa politique de rupture souhaitée. Dès lors, qui doit réparer tout le préjudice subi? Le principe de la redevabilité n'impose-t-il pas que les plus hautes autorités de la transition s'expliquent sur cet énorme gâchis? Fin de la vidéo, merci pour votre attention.